Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère, ex-pasteur du Message du Temps de la Fin. Nous venons pour aborder un numéro spécial concernant la date d'aujourd'hui, le 28 février 2025. Cela fait beaucoup d'années et cette date du 28 février est une date qui est pourvue de beaucoup de significations dans le Message du Temps de la Fin de William Branham. Et nombreux sont ceux qui ne savent pas réellement ce que cette date représente pour le monde du message. Et beaucoup aussi dans le monde du message, bien sûr, sont au courant de la réalité des vérités qui entourent l'histoire du 28 février 1963. Mais qu'à cela ne tienne, nombreux sont ceux qui ont choisi de torpiller leur intelligence, ceux qui ont choisi de se laisser manipuler, ceux qui ont choisi de marcher à l'encontre de la vérité, trahissant ainsi leur propre conscience. Mais nous allons aujourd'hui aborder la question du 28 février. Et qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Puisque c'est un sujet que nous avons abordé tant de fois, mais nous allons l'aborder avec une nouvelle approche. Et cette fois-ci, nous allons parler du nuage du 28 février 1963 et l'affaire Leslie Douglas. Et pour ceux qui connaissent le message de William Branham, le nom Leslie Douglas dit quelque chose, mais pour bon nombre de personnes dans le message de William Branham, ce nom, c'est un nom qui ne dit absolument rien. Mais c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo pendant les quelques minutes que nous allons partager ensemble. Alors pour commencer, nous allons commencer avec la lecture d'un article publié dans le magazine Life du 17 mai 1963, qui publiait l'article suivant, disant « Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Des observateurs frappés par la structure inusitée et par l'énorme dimension du nuage prirent des photographies à partir de localités différentes dans l'État. Le docteur James McDonald, un météorologue de l'Institut de physique et atmosphérique de Tucson, recueillit les photographies. Il les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques et fit d'étonnantes découvertes suivantes. Le nuage reposait à une altitude de 26 miles, 42 km, et mesurait plus de 30 miles, 48 km, de large, bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne pouvait être. Le nuage était trop haut pour avoir été fait par un avion, et jusqu'à cette date, toujours, selon McDonald, selon le docteur McDonald, il n'y eut aucune fusée, missile, porteur ou bombe testée dans les environs ce jour-là. Il invite tous ceux ayant à leur possession de les lui prêter afin de lui fournir de nouveaux indices quant à ces fameux nuages de 26 miles de haut. Il est à noter qu'à cette altitude, il ne se forme aucune condensation pouvant former un nuage. Bien. Cet article que nous avons lu ici est un article publié dans le magazine Life du 17 mai 1963 expliquant cette photographie que vous voyez sur notre écran. Ces nuages, ces cercles de nuages, ou ce cercle de lumière, ou ce nuage, avait attiré l'attention des scientifiques en cette date-là du 28 février. Et le docteur McDonald s'est posé des questions, comme on vient de lire ici dans les textes, qui s'est posé vraiment des questions, parce que McDonald, selon lui, il n'y a aucune fusée, missile, porteur ou bombe testée dans les environs ces jours-là. Et n'oublions pas que nous sommes ici en date du 17 mai 1963 que l'article est publié. Or, selon William Branham, ce nuage qu'il appelait nuée surnaturelle était formé par les ailes de 7 anges venus de l'éternité pour lui révéler le mystère des 7 sceaux de l'Apocalypse. Alors, ce nuage était-il réellement formé par les ailes de 7 anges qui sont venus rencontrer William Branham en date du 28 février 1963?
lors d'une partie de chasse. Voici quelques propos des physiciens James McDonald sur le magazine Witherwise Magazine, volume 16, numéro 3, de juin 1963 à la page 99. Qu'est-ce qu'il va nous ajouter? Il va dire ce qui suit. Qu'est-ce que c'était? J'essaie encore de répondre à cela. C'était bien au-dessus de la limite supérieure des formations de traînée. Aucun vol X-15 n'a été effectué ce jour-là et il se situait bien au-dessus de la limite supérieure estimée thermodynamiquement, à 27 km pour l'altitude maximale à laquelle le moteur de fusée à ammoniac et à oxygène liquide d'un X-15 pouvait former des traînées. Aucune activité sur le site d'essai du Nevada n'a eu lieu ce jour-là et aucune autre enquête n'a abouti à des enquêtes dans plusieurs autres bases de défense du sud-ouest. Cependant, un bref compte rendu de presse relatant la destruction intentionnelle d'une roquette sur la base aérienne de Vandenberg en Californie a donné lieu à des enquêtes qui se poursuivent à l'heure actuelle. Bien, on vient ici de lire McDonald, qui vient de nous ajouter encore d'autres informations dans un autre article. Et d'après ces paroles de James McDonald, ils avaient déjà une piste de solution que ce nuage serait lié à la destruction intentionnelle d'une fusée lancée depuis la base militaire américaine de Vandenberg en Californie. Alors James McDonald poursuit son interview en se posant des questions et ne pouvait pas conclure prématurément faute d'autres éléments plus convaincants et surtout que les enquêtes se poursuivaient encore. Alors, ce que nous devons noter ici, c'est déjà le point que nous avons souligné ici dans cette déclaration de McDonald. Il nous dit cependant un bref compte rendu de presse relatant la destruction intentionnelle d'une roquette sur la base aérienne de Vandenberg en Californie a donné lieu à des enquêtes qui se poursuivent à l'heure actuelle. Et là, nous sommes en quelle date? Nous sommes en date de juin 1963. Alors, en juin 1963, le spécialiste a déjà une piste. Il s'est posé la question dans le magazine Life du 17 mai. Et ici, quand nous arrivons en juin, il y a déjà une piste qui est élaborée et les enquêtes sont en train de se poursuivre pour connaître la nature de ce nuage-là. Alors, lorsqu'il parle ici de la destruction de la fusée, la destruction d'une fusée à partir de la base militaire américaine de Vandenberg en Californie, vous pouvez regarder là, voilà. Ici, vous avez une image, la préparation du lancement d'une fusée Thrust Augmented Thor Agena D, chargée de placer sur orbite le satellite de reconnaissance KH-4A4 depuis la base militaire de Vandenberg. Vous pouvez voir cette photographie, voilà l'image, elle est là. Donc c'est la photographie publiée par, la photo vient de Air Force Space and Missile Mason. Alors, déjà là, on peut alors comprendre que les questions que se sont posées McDonald, c'était des questions légitimes et la réponse a été donnée. Mais seulement le monde du message de William Branham et William Branham lui-même ne sont pas allés très loin pour pouvoir avoir la réponse aux questions que se sont posées les scientifiques. C'est les hommes de science qui se sont posés des questions au sujet de ces nuages apparus dans le magazine Life, mais qui a été photographié dans le ciel d'Arizona en date du 28 février 1963 soir. Alors, on peut ici regarder, voici une explication, les explications détaillées de la cause de l'explosion de la fusée Thor Agena D abattue le 28 février 1963. Et on va vous donner, je vais vous mettre le lien pour que vous ayez l'occasion de vérifier vous-même si réellement il y a eu une destruction intentionnelle d'une fusée à cette date-là. Qu'est-ce que nous lisons dans le texte? La source, je vous mets la source à la fin de la lecture, ou bien même au début de la lecture. Bon, la source est là. Vous avez là le lien d'où provient cette information. Donc, pour vous montrer que l'information est fiable. Alors, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons ce qui suit. Lancement, 28 février 1963,
à 21h48, temps universel, depuis le LC 7535 de la Vandenberg Air Force Base, par un Thor Agena D. Thor DC 354 Agena D 1159. Orbite N sur A détruit 28 février 1963. Mission. Rapport historique. L'Air Force a déclaré qu'une combinaison améliorée des propulseurs Thor, des propergols liquides et solides, lancés avec un satellite sans nom de Vandenberg AFB, a été délibérément détruite lorsqu'elle a dévié de sa trajectoire. Thor amélioré avait augmenté la poussée de 77 à 150 tonnes, presque le double de sa puissance antérieure et presque égale au début de l'Atlas. La source est là. Bien, vous voyez ici qu'on nous donne l'information précise que cette fusée a été lancée, et lorsqu'elle a été lancée, elle a commencé à dévier de son orbite, elle a commencé à dévier de sa trajectoire. Et quand elle a commencé à dévier de sa trajectoire, alors le missile a été tiré pour détruire cette fusée. La fusée qui devait porter ses satellites. Ne pouvant plus être contrôlée, puisqu'on avait augmenté sa pression, on avait augmenté sa puissance, et c'est passé de presque 77 à 150 tonnes. Alors du coup, ils avaient décidé alors de détruire cette fusée. Et en lançant le missile pour détruire la fusée. Et la fusée a été détruite. Et vous voyez bien l'heure ici, il est marqué que la fusée a été lancée à 21h48, temps universel. Tout en notant ensemble avec vous que le fuseau horaire de Vandenberg est de -7 par rapport au temps universel. Ce qui nous donne alors 14h48, heure locale où la fusée a été lancée et elle a été détruite. Alors, lorsque la fusée est détruite, ce que nous retenons ensemble avec vous, c'est que quand la fusée a été détruite, comme l'avait déjà soulevé James McDonald dans ses interviews, le nuage du 28 février 1963 était provoqué par l'échappement de l'ergol. L'ergol, en grande quantité, survenu lors de l'explosion de la Thor SLV-2A, Agena D, au-dessus du Pacifique. Alors, ces gaz contenus qui étaient en quelque sorte le combustible pour la propulsion de cette fusée, ces gaz condensaient à dériver de la Californie jusqu'en Arizona par des poussées intenses des vents soufflant de l'est vers l'ouest. Alors, le sens du vent dans la couche atmosphérique, le sens du vent de la couche atmosphérique part de l'est vers l'ouest. Alors, ces gaz peuvent alors tenir des heures dans le ciel avant de disparaître. On absorbe la lumière du soleil. C'est ce qui a fait qu'au coucher du soleil du 28 février, ces gaz sont restés encore éclairés pendant quelques minutes en diffusant la lumière du soleil emmagasinée avant de se dissiper complètement. Voilà ce qui s'est exactement passé le 28 février 1963 dans le ciel de Flagstaff en Arizona. Et au lieu que je puisse trop parler, je vous mets quand même un extrait illustratif de ce qui s'est passé le 28 février, suivant l'extrait, et nous revenons.
Bien, nous venons de suivre l'extrait et vous avez compris exactement, de façon schématisée, comment est-ce que cet événement du 28 février s'est déroulé. Or, lorsque l'événement du 28 février est en train de se dérouler, William Branham ne se trouve pas dans la partie des chasses où il aurait prétendument dit avoir rencontré des anges et que les anges, en mentant, ont formé avec leurs ailes ce nuage-là qui a été photographié par la science. William Branham est ailleurs. Il est à Tucson, en train d'être négocié par une dame qui voulait à ce que ce dernier vienne pour sauver son fils qui encourait la peine de mort pour ses crimes. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un personnage associé avec cette histoire. Déjà, retenons ensemble avec vous que le 28 février, le nuage est photographié. Le 17 mai, la première publication est faite. Et ensuite, il y a eu aussi une autre publication qui a été faite en avril. Vous voyez, dans d'autres magazines, les publications ont été faites en avril, tout comme en mai, et d'autres en juin. Parlons de ce nuage-là. Maintenant, parlons d'un personnage, et le personnage, la personne que nous voulons interpeller cette fois-ci s'appelle Leslie Douglas, parce que nous sommes là dans le fruit du message toujours. Leslie Douglas Ashley, que vous voyez ici sur la photographie, était le beau-fils de James Ayer et le neveu de Ted Kipperman, les deux photographes qui ont capturé la photographie emblématique de William Branham à Houston en janvier 1950, autrement connue sous le nom de la photographie de l'halo, surnommée la photo de l'ange ou la photo de la colonne de feu ou la photo de Dieu qui s'est laissé photographier, ainsi de suite avec tous les noms possibles qu'on donne à cette lumière qui a été photographiée de profil au-dessus de William Branham, qui bien sûr, nous l'avons déjà démontré, n'était qu'une lumière naturelle qui se trouvait là, qui n'avait rien à voir avec une lumière surnaturelle, mais évoluant. Leslie Ashley, qui était-il? Leslie Ashley Douglas était un prostitué homosexuel. Prostitué homosexuel et travesti, c'est-à-dire qui s'habillait souvent en femme pour attirer les hommes. Et ensuite, Leslie avait sa partenaire de mission, donc c'est pas collègue, une prostituée, donc une fille, du nom de Caroline Lima, qui était une prostituée de 17 ans, qui vivait ensemble avec Ashley, avec Leslie Ashley. Alors, tous deux vivaient de leurs revenus de la prostitution. Et le couple a été alors jugé pour le meurtre d'un agent immobilier de la ville de Houston, meurtre qu'ils ont reconnu avoir commis après ou pendant une orgie sexuelle à trois dans le bureau de ce monsieur qui s'appelait Tons. Qu'est-ce qui s'est alors passé? D'après les informations que nous avons, qui ne sont pas un secret, le corps de Tons a été retrouvé le 6 février 1961, la nuit, même où Lima et Leslie sont arrivés au bureau de Tons pour un plan à trois préarrangé. En effet, Lima et Leslie avaient eu des relations sexuelles rémunérées avec Toms depuis décembre de l'année précédente, donc décembre de l'année 1960. Et au cours d'une négociation le 6 février 1961, Lima et Leslie ont rapporté que Toms a frappé le couple avec une baïonnette pendant qu'ils étaient en pleine action de leur ébat sexuel. Alors, lorsque Leslie a refusé la demande sexuelle anale de Tons, ce dernier alors est devenu très agité parce que Leslie, se travestissant, se présentant comme étant une femme, Tons va être attiré et Tons va le prendre pour une femme. Il se dit qu'il a deux femmes avec lui, donc il y a Lima, il y a aussi Leslie. Vous voyez? Mais lorsqu'il arrive pendant leur acte sexuel dans le bureau de ce monsieur Tons va se rendre compte que Leslie, c'était un homme, ce n'était pas une femme. Alors là, Tons va se dire, non, mais je vous ai payé pour ça, et comme je vous ai payé pour ça, je dois passer aussi sur toi. Donc il voulait avoir une relation, excusez les termes, une relation anale avec ces Leslie-là. Et ça va les emmener à un peu à des étirements et tout et tout. Et quand ça va les emmener à des étirements, alors, lorsque la relation sexuelle a été refusée a été refusée par Leslie à ce monsieur-là, cela a emmené à ce que ce monsieur devienne violent envers Lina, qui était là, selon ce qu'ils ont rapporté. Et Lima a commencé à crier, ce qui a poussé Leslie à intervenir. Et quand Leslie a intervenu, Leslie Ashley a intervenu,
Tones a alors commencé à frapper ou à étrangler Leslie. Et ce dernier va être obligé de saisir un pistolet dans le sac à main de Lima et commencer à tirer un coup. Et ensuite, c'est Lima qui va venir à son tour, prendre aussi l'arme et achever, ajouter 5 coups bien tirés sur ce monsieur-là. Et c'est ce qui va faire que le monsieur va mourir. Et quand le monsieur meurt, ils vont prendre le corps de monsieur, ils vont emmener à l'extérieur quelque part, ils vont mettre du carburant, du gazole ou de l'essence et vont tenter de faire disparaître ce corps en brûlant ce dernier. Alors, vous voyez combien l'acte était totalement violent. Alors, après avoir tiré et tué le monsieur, ils ont opté de brûler son corps. Or, au moment où les tracasseries de 1963, là, ils sont en train de... Au fait, ils ont été alors appréhendés et remis à la merci de la justice, jugés, reconnus coupables et condamnés. Ils étaient alors condamnés à la peine capitale. Suivant un peu l'histoire, et ça va nous permettre de comprendre quelque chose, la relation qu'il y a entre William Branham et ce Leslie-là, qui était d'abord une prostituée, un prostitué, je ne sais pas si ça se dit comme ça, un prostitué qui était en même temps travesti et homosexuel et tout. Alors, pendant que les citoyens de l'Arizona regardaient avec admiration les anneaux de lumière résultant de l'explosion de missiles lancés depuis la base aérienne de Vandenberg, William Branham, lui, de son côté, travaillait avec la mère d'Ashley pour recueillir du soutien afin de demander un sursis à l'exécution de ces derniers. Parce qu'on devait les exécuter et la maman avait besoin qu'on puisse obtenir un sursis. Et William Branham travaillait alors avec le parent de cette Leslie Ashley pour obtenir un sursis de leur part, plutôt à leur avantage. Alors, le procès pour meurtre d'Ashley et sa protestation contre sa condamnation sont la raison pour laquelle William Branham était à Houston, au Texas, en date du 3 mars 1963, bien avant d'aller à sa partie de chasse. Un détail important est que Leslie était en même temps le beau-fils de James Ayer, le dirigeant de la Full Gospel Businessmen Association, que vous entendez William Branham parler de l'association des hommes d'affaires chrétiens. Donc, l'oncle, Leslie, était le beau-fils de James Ayer. Alors, Ayer était obligé alors d'organiser une réunion de masse et une veillée de prière à Houston le 4 mars 1963 pour demander le pardon de la libération de Leslie et de Lima. William Branham était alors la tête d'affiche de l'événement, parlant au nom de Lima et au nom d'Ashley et demandant au gouvernement de faire preuve de clémence envers le couple, donc d'Ashley et de Lima, les deux qui ont exécuté, abattu froidement leurs clients pendant les ébats sexuels qui ont mal tourné. Alors, William Branham a été contacté dans le but d'utiliser sa popularité dans les campagnes de guérison pour influencer l'opinion publique. Et bien que ce soit une démarche extrêmement risquée pour sa carrière, Branham accepta. C'est là que je me pose déjà une question. Branham va accepter d'aller secourir des dépravés sexuels. N'est-ce pas étrange déjà? Or, dans le monde du message de William Branham, on n'aime pas trop parler de ces choses-là parce que ce sont des choses qui sont sensibles. Branham est négocié par le chef de l'association des hommes d'affaires du plein évangile, dont Ashley était son beau-fils. Et on a négocié Branham, il a dit, j'organise une veillée et j'organise une réunion de grande envergure. Je mets tous les moyens en jeu parce qu'il faut qu'on sauve les enfants là. On ne doit pas les laisser périr. Et Branham est négocié. Branham est négocié. Et c'est toujours moyennant quelque chose, bien sûr. Branham est négocié pour qu'il vienne tenir cette réunion-là, qu'il organise cette réunion-là. Or, selon Branham, il aurait même remporté un Oscar pour sa performance et il avait sauvé Ashley de la chaise électrique. Mais c'est pourtant faux. Branham a-t-il sauvé Ashley? C'est la question. Alors, vous allez comprendre avec moi pendant que nous évoluons. On va simplifier le dossier pour faire simple, pour qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Leslie Ashley et comment est-ce que ce dernier a terminé sa vie.
lui que Branham dit, de l'avoir sauvé. C'est en 1961 qu'avec une partenaire, Caroline Lima, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que Ashley s'est lancé dans la prostitution et ils sont arrivés à tirer à bout portant sur un homme pendant les rencontres sexuelles qui n'avaient pas bien tourné. Ensuite, ils ont brûlé ce corps. Alors, ils ont été rattrapés lors de leur fuite et reconnus coupables et condamnés à mort par la chaise électrique. Et c'est en date du 29 mars que le juge du circuit fédéral, John Robert Brown, a accordé un sursis d'exécution 4 heures avant la date prévue pour le meurtre du couple. Et la cour d'appel du 5e circuit a plus tard statué que l'accusation avait supprimé des preuves en faveur du couple. Qu'est-ce qui leur a évité la chaise électrique en date du 29 mars 1963? Parce que Branham est allé, vous allez le voir avec moi, il est allé le 3 mars 1963. Mais les garçons, ce couple-là devait aller sur la chaise électrique en date du 29 mars 1963. Mais qu'est-ce qui leur a fait éviter cela? Est-ce que c'est les réunions tenues par William Branham? La réponse est non. Mais qu'est-ce qui leur a fait éviter la chaise électrique? C'est simplement parce qu'une nouvelle équipe juridique a appris que des informations avaient été cachées par l'accusation, entre autres des rapports psychiatriques appuyant un plaidoyer de folie. C'est-à-dire, 4 heures avant l'exécution, donc en date du 29 mars 63, 4 heures avant l'exécution, il y a eu un sursis, ce qui a conduit alors à un nouveau procès. Et le sursis évoqué était dû à quoi? Il était dû au fait qu'on n'avait pas révélé les résultats psychiatriques de ces messieurs-là. Et on se disait qu'il n'était pas dans son état normal pendant qu'il posait cet acte criminel. Il fallait alors avoir des preuves. Il y avait des preuves venant de médecins, venant des spécialistes qui avaient des preuves. Et ces preuves qui n'ont pas été évoquées par la partie défensive. Et lorsqu'on a soulevé ces preuves 4 heures du temps avant l'exécution, c'est là qu'on a décidé d'accorder un sursis à cette exécution-là à cause de ces preuves-là. Alors, en 1965, Ashley a déclaré aux autorités qu'il était le retour d'Élie le prophète. Et lorsqu'il a déclaré aux autorités qu'il était le retour d'Élie le prophète, parce que pendant qu'il est en prison, il va déclarer, il commençait à prier avec sa Bible et tout, il lisait sa Bible, et du coup, il a commencé à croire et à proclamer que lui, Ashley Leslie, était le retour d'Élie le prophète. Donc, Élie le prophète évoqué dans la Bible, dans Malachie, c'était lui. Alors, lorsqu'il a commencé à l'évoquer, le juge Brown a cité les rapports psychiatriques et a jugé Ashley légalement fou. Ils l'ont jugé légalement fou. En disant par rapport aux rapports psychiatriques et avec les proclamations qu'il est en train de faire présentement, donc il est légalement fou. Donc, reconnu fou par la loi. Alors, Lima a ensuite été condamné à 5 ans de prison et Leslie a été déclaré fou et envoyé dans un hôpital psychiatrique de San Antonio. Alors, sa défense a été couronnée de succès, comme vous pouvez le constater. Et il a été envoyé dans un établissement psychiatrique à sécurité minimale dont il s'est rapidement évadé, déguisé en Bobo le clown, dans un carnaval ambulant. Leslie échapperait alors au FBI. Il va alors échapper au FBI pendant plus de 6 mois. Et c'est le 6 avril 1965, Leslie Ashley figurait parmi les 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Alors, une grande chasse à l'homme et des gros titres. La liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Et après 6 mois, il a été capturé travaillant comme clown dans une fête foraine. Il a été à nouveau condamné, cette fois à 15 ans, dans une ferme pénitentiaire du Texas, à couper du coton. Il a purgé 5 ans et a été libéré. Alors, une fois sorti de prison, il songea à se faire opérer pour devenir une femme, ce qui arriva en 1981. Hors de prison, Leslie va prendre la décision de se faire opérer pour devenir une femme. Et c'est ce qu'il fit, et cela arriva en 1981. Et plus tard dans sa vie,
Leslie Ashley a changé son nom pour devenir Leslie Hélène Pérez et a subi une opération de changement de sexe pour devenir une femme transgenre. En tant que Leslie Hélène Pérez Ashley, maintenant, elle est devenue Pérez, elle s'est alors présentée à la suite, présentée 2 fois à la présidence du Parti démocrate, perdant de peu la course. Et de nombreux articles de journaux et livres ont été publiés pour décrire son horrible histoire de sexe, de meurtre et de transition. L'un de ses livres, Dangerous Games, a été publié en 1993 par l'auteur Robert Bentley. Alors, sur cette histoire de Leslie, on se retrouve avec un homme qui est d'abord 1. Prostitué, 2. Homosexuel, 3. Travesti. Et ensuite, criminel. Et après cela, on se retrouve avec un homme qui va changer de sexe, qui fait une opération, qui change de sexe et qui devient une femme. Transgenre. Mais pourtant, selon le témoignage de William Branham, il avait sauvé ses vies. Et pour ceux qui ne le savent pas, Leslie Ashley était décédée le 31 juillet 2005, tout récemment. La question qu'on peut se poser en lisant juste un peu l'historique de ces personnages. Branham avait-il sauvé ses vies? A-t-il sauvé ses vies? Bon, avant qu'on se pose la question de savoir, chers amis croyants du message de William Branham, lorsque nous avons parlé, et pas seulement nous, même Joseph Branham aussi l'a souligné, que tout autour de William Branham, il n'y avait, pour la plus grande partie de ses collaborateurs le plus immédiat, c'était des homosexuels. Nous l'avons souligné, nous l'avons démontré. Nous avons le cas de Jenny Guad, je crois, et Léo Mercier, qui étaient des homosexuels reconnus et qui ont posé des actes les plus irrépréhensibles, des actes ignobles, jusqu'à être condamnés et avoir été jugés, condamnés, reconnus coupables des faits qui ont été démontrés. Mais pourtant, ces derniers ont été soutenus par William Branham. William Branham qui se disait être Dieu dans la chair humaine, qui se disait être celui qui a été envoyé chez Abraham, qui se disait qu'il n'est pas à Sodome et Gomorrhe. C'est Billy Graham et Oral Robert qui ont été envoyés à Sodome et Gomorrhe vers Lot, et c'est Lot qui vivait dans un environnement homosexuel. Mais qu'est-ce que les homosexuels faisaient autour de William Branham? Vous voyez? Là n'est pas notre question. Mais ce qui nous préoccupe maintenant là, c'est que ce dernier a fait un voyage à Houston pour plaider en vue de ces couples constitués d'un homme prostitué homosexuel travesti, et qui au finish a commis un meurtre. Et le meurtre est commis dans quelles circonstances? Dans la circonstance de leur pratique pécheresse. Pratique pécheresse. Ce n'était pas un accident. C'est leur vie. La vie de ces garçons-là, comme vous avez pu voir dans certaines images, comment ces derniers se travestissaient, tout et tout. C'était sa vie à lui. Mais William Branham est sollicité pour aller demander à la cour d'accorder la clémence et libérer ces derniers. Quand William Branham va, nous sommes là en début mars 1963. Le 3 mars 1963. Branham se rend à Houston. Et le matin, Branham intervient à la cour. Et le même soir, Branham tient une prédication que je vais vous lire l'extrait pour vous témoigner qu'il a réellement été à Houston avant de se rendre à sa partie de chasse. Partie de chasse où il va inventer l'histoire qui va le permettre de vouloir insérer le nuage du 28 février dans son récit. Alors, Branham avait-il sauvé la vie de Leslie? Non. Il n'a pas sauvé sa vie parce que Branham intervient le 3 mars 1963. Ça n'a pas levé la condamnation à l'exécution à la peine capitale, mais c'est le 29 mars, 4 heures du temps avant l'exécution de la peine, qu'un dossier a été produit, le rapport psychiatrique.
qui a fait qu'on puisse lui accorder un sursis et reprendre encore avec le procès. Donc, ce que Branham avait fait n'avait pas d'effet. Alors, quand il dit qu'une organisation lui a même accordé un Oscar pour avoir sauvé des vies, on parle de quel salut? Il a sauvé quelle vie? Parce que le salut d'une vie, c'est d'abord la prédication de l'évangile. On prêche l'évangile à la personne croit, la personne est baptisée. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est à ce moment-là qu'on parle du salut d'une vie. Mais on parle de quel salut? Branham dit qu'il a sauvé des vies. Il les a sauvés en quoi? Est-ce que son intervention devant la Cour suprême, devant la Cour, en faveur de ces couples-là, est-ce que cela avait porté de fruits? Non. Mais qu'est-ce qui a porté de fruits? C'est le rapport psychiatrique de la plaidoirie de folie. Et on a apporté des preuves qui ont été ignorées par la partie défensive jusqu'à cette date-là. Et c'est 4 heures du temps avant l'exécution de cette peine qu'il y a eu un sursis. Alors, le mensonge autour du nuage du 28 février doit être démontré. Prenons encore quelques petites minutes. Le mensonge doit être démontré. En effet, William Branham était à Tucson lorsque le nuage est apparu le 28 février 1963 au-dessus de Flagstaff en Arizona. Et Branham n'a jamais indiqué qu'il avait vu le nuage depuis Tucson. Ni William Branham, ni les 2 compagnons qui étaient avec lui à Rattles Mesa, qui chassaient ensemble avec lui en mois de mars 1963, n'ont pas déclaré avoir vu un nuage se former au-dessus de l'endroit où ils étaient en train de chasser. Ils n'ont pas ce témoignage-là. Il semble qu'ils ont entendu quelque chose qui ressemblait à un bang sonique pendant qu'ils chassaient. Le témoignage de Jenny Norman semble corroborer que ce qu'ils ont entendu était un bang sonique provenant d'un avion militaire. William Branham n'était absolument pas au courant du nuage jusqu'à ce qu'on lui présente la photo publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963. Vous allez voir que quand Branham va prêcher sur la révélation de cette sceau, Branham ne fait pas mention du nuage photographié pour dire que le nuage là, les anges se sont élevés dans les airs, ils ont formé un nuage, le nuage a été photographié. Branham n'en fait pas mention. Vous voyez, pendant toute la prédication sur le sceau. Alors, ce n'est qu'après la publication dans le Life Magazine du 17 mai 63 qu'un phénomène incompréhensible que Branham, de ces phénomènes incompréhensibles par la science à cette époque-là, que Branham garda avec lui cette photographie qui était un cercle vide à l'initiale avant de le garnir en 1965 par le visage de la peinture d'Hoffman et de commencer à dire, voyez-vous ses yeux, sa bouche et sa barbe, il est là exactement comme Hoffman l'a peint. Alors que les cercles initial étaient vides, vous pouvez les regarder, il n'a pas de visage, comme vous pouvez le voir affiché ici, il n'y a aucun visage à l'intérieur. Mais quand on arrive en 65, on se retrouve avec celui-ci qui a un visage incrusté, et c'est Branham qui en est l'auteur. Et certains croyants du message ont dit non, c'est pas Branham qui l'a fait, ce sont des frères qui ont pris le visage. Quand ils ont entendu Branham dire que c'était Jésus, ils ont été obligés de prendre le visage et de le mettre à l'intérieur. Mais quand ils ont mis le visage à l'intérieur, ils ont présenté alors à Branham une falsification d'un nuage naturel. 1. Branham le fait passer pour un nuage surnaturel. 2. Branham se dit être témoin de la formation de ce nuage. 3. Branham insère un visage. Parce que cela a été fait avec sa bénédiction, puisqu'il l'utilise. Excusez-moi. Puisque Branham utilise ce nuage-là. Alors, en effet, c'est effectivement lorsque on prend connaissance, lorsque Branham prend connaissance du nuage photographié, qui commence alors à modifier les récits de sa partie des chasses, en y introduisant ce nuage et les anges en même temps, sans même prendre la peine de vérifier la date à laquelle la photographie a été prise. Branham n'a pas été assez intelligent à ce niveau. Il n'a pas pris le soin de vérifier la date à laquelle la photographie a été prise. On présente la photographie à William Branham. Nous sommes en mai 1900. Nous sommes pratiquement
à la fin, donc on a dit à la publication du magazine Life du 17 mai. Et quand on présente la photographie à William Branham, Branham va commencer à insérer la photographie dans son récit sans pourtant vérifier quand est-ce que cette photographie a été prise. C'est là qu'il a alors semé la sémence de discorde dans son propre champ. Qu'est-ce que Branham va dire pour la première fois lorsque la photographie lui a été présentée venant du magazine Life du 17 mai 1963? Écoutons la première version de William Branham. Vous allez comprendre quelque chose. Donc, viens, suis-moi. Paragraphe 13 à 14, prêché le 1er juin 1963. Branham dit: quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson lorsqu'une déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norman ici, m'a parlé disant: avez-vous remarqué ceci? Et aussitôt que j'ai regardé là, même se trouvaient de ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là, même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions, voyez-vous, très exactement. Bien, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est Branham. Branham dit que lorsqu'on lui a présenté la photographie, il n'y avait aucun intérêt jusqu'à ce que c'est le frère Norman qui va lui faire notifier en lui disant: avez-vous remarqué ceci? Il va lui faire quelques remarques sur la photographie. Et c'est partant des remarques de ses frères que Branham va alors dire que quand il a regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur la photo. Mais seulement, Branham dit: quand j'ai regardé pour voir à quel moment cela a été pris, c'est la question la plus importante. À quel moment est-ce que cette photographie qu'on lui avait présentée a été prise? Branham dit: et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. Donc vous voyez que ici William Branham ne se présente pas comme étant le témoin oculaire de la formation de ce nuage. Mais il dit que le nuage a été photographié 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après que lui, Branham, ait été là à cette partie de chasse. Alors, la première mention du nuage faite par William Branham ici, 1 ou 2 jours avant ou après qu'il ait été sur la montagne. Cette première version est l'unique vérité dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que William Branham est en train d'affirmer qu'il n'était pas le témoin oculaire. La photographie n'a rien à voir avec lui. Parce qu'il dit que la photographie a été faite 1 ou 2 jours avant que lui il soit là, 1 ou 2 jours après qu'il ait été là. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir. Or, quand Branham dit tout ça, Branham est allé chasser en mars, après son voyage de Houston. Mais seulement Branham ne prend pas toujours le soin de vérifier la date de la photographie de ce nuage. Il ne prend pas soin. Parce que si c'est 1 ou 2 jours avant qu'ils aient été à la partie de chasse, ça ne marche pas parce que le mois de février s'arrête à 28 jours ou 29. 1 ou 2 jours avant leur partie de chasse, 28 février, cela sous-entendra qu'ils étaient allés à la chasse, soit le 1er, ou le 2 ou le 3 mars. Ce qui est faux. Parce que le 3 mars 1963, Branham est allé d'abord à Houston avant sa partie de chasse. Si la photographie a été faite 1 ou 2 jours après qu'ils aient été là, c'est aussi faux parce qu'ils sont allés à la partie de chasse le 8 mars, précisément entre le 6 et le 6 mars, ils sont restés jusqu'au 8 mars parce que la partie de chasse commençait du 1er mars jusqu'au 10 mars. Donc, ils sont allés du 6 jusqu'au 8 selon les calendriers proclamés, publiés même par l'agenda publié même par sa fille, vous voyez,
qui a publié cet agenda pour nous donner les informations relatives. Donc, si c'est 2 jours après que Branham était là, cela voudrait dire que la photographie a été faite le 10 mars. Du coup, on est dans un mensonge parce que la photographie publiée dans le Life Magazine du 17 mai, ce nuage-là, n'a été photographié que le 28 février où l'événement s'est produit. Quel événement? La destruction intentionnelle de la fusée missile Thor Agena 2 par la base militaire de Vandenberg en Californie. Alors déjà là, Branham affirme n'avoir pas été témoin de la formation de ce nuage du 28 février. Dans sa première version des faits. C'est 2 ans plus tard qu'il va construire le scénario de la formation de ce nuage. Nous sommes là en 1965. Dans 64, Branham ne donne pas de détails là-dessus. Il finit 63 sans mettre de donner des détails là-dessus. Il finit 64. Et quand il arrive en fin, mi-65, fin 65, Branham va alors commencer à embellir cette image-là. Donc, essayer de rendre service à Dieu sans que cela soit sa volonté, prêcher le 27 novembre 65, le paragraphe 70, 75 et 77, qu'est-ce que nous lisons? Branham dit, qu'est-ce que nous lisons ici? Branham dit, toute la terre a tremblé partout, des rochers gros comme ça, dévalaient la pente, la poussière s'élevait comme ça, et j'ai regardé et voilà que 7 anges se tenaient devant moi, exactement tel que c'était. Je sentais comme si je me trouvais au-dessus du sol. D'abord, j'ai cru que quelqu'un m'avait tiré dessus. Vous savez, comme je portais ce chapeau noir, je ressemblais de toute façon à un sanglier. Vous savez, ils sont sombres. Je pensais que quelqu'un m'avait tiré dessus comme un à bout portant. Puis, j'ai vu que c'était, que j'ai reçu ma commission et les passages bibliques. Les 7 sceaux qui sont les 7 mystères. Voyez, paragraphe 75. Là, j'ai observé cela jusqu'à ce que ce cercle ait monté, s'est mis à tournoyer et s'est transformé en une sorte de lumière mystique comme de la brume. Exactement comme combien ont vu la photo qui en a été prise à Houston. Presque tous. Voyez, exactement comme c'était. Ça s'est transformé en la même chose. Ça a continué à s'élever le plus en plus. Paragraphe 77. Pendant que cela s'élevait, je ne savais pas que les observatoires et tout, jusqu'au Mexique, photographiaient cela. Le magazine Life en a publié la photo prise pendant que cela s'élevait. Et beaucoup d'entre vous, voilà, le magazine Life avec la photo de cela. Voici une chose mystérieuse dont les gens disent qu'ils ne savent pas d'où c'est venu. Elle est trop haut. Bien, vous voyez ici, déjà, dans cette déclaration, William Branham vient d'affirmer que ce nuage qui a été photographié, publié dans le magazine Life, est la résultante du mouvement, de l'élévation de 7 anges qui venaient de le quitter, qui ont formé une brume et qui se sont élevés dans les airs. Et pendant qu'ils montaient, les observateurs géants et tout photographiaient cela. Mais pourtant, ce qui est un mensonge. Parce que William Branham n'est pas à une partie des chasses le 28 février. Il n'y est pas. Parce que la chasse n'était pas d'abord ouverte à cette date-là. Et secondo, il s'est rendu à la chasse après le retour de son voyage de Houston. Là où il est allé plaider pour ses pervertis sexuels. Vous voyez? Alors là, ça ne s'arrête pas là. Ajoutons encore des éléments. Dans la prédication, quelle est cette attraction sur la montagne? Paragraphe prêché le 25 juillet 65. Paragraphe 138 jusqu'au paragraphe 141. Que dit Branham pour confirmer le mensonge qu'il nous a introduit ici, qui est prêché aussi aux croyants, que nous avons prêché tous, parce que je suis pasteur du message, ne l'oubliez pas. Nous avons tous prêché ce mensonge-là sans prendre le temps de vérifier ses propos et de les concorder avec la réalité. Le paragraphe 138, Branham dit: j'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. De l'autre côté, tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela a secoué toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres. Et un peu plus tard, il a dit: qu'est-ce que c'était? J'ai dit: c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur,
les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume, qui s'est formé. C'est alors que c'était monté très haut dans les montagnes. Dans la montagne. Cela s'est mis à décrire un cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 miles et mesurait 25 miles de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Bien, après la lecture des déclarations de William Branham au sujet de cette nuée et au sujet des photos qui étaient prises, beaucoup de gens ont soutenu que ce dernier était à la chasse le 28 février 1963 et que les anges l'ont rencontré le matin et la nuée surnaturelle était photographiée le soir de la même circonstance. Voici même le témoignage que va donner Billy Paul, fait Billy Paul, son premier fils, qui va écrire ce qui suit en préface du livre de 7 sceaux. Écoutez ce mensonge. Il dit: le 30 décembre 1962, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana, Frère Branham a prêché un message intitulé « Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Dans ce message, il raconte une vision où il avait reçu l'ordre d'aller s'établir à Tucson, en Arizona, avec sa famille. La vision prédisait une explosion dont la secousse serait tellement violente qu'elle ébranlerait le pays tout entier. Cette vision s'est accomplie le 28 février 1963. Alors qu'à 60 km au nord-est de Tucson, Frère Branham a été élevé dans une constellation de 7 anges. Il lui a alors été dit de retourner à son église de Jeffersonville où le mystère des 7 sceaux lui serait révélé. Signé Billy Paul Branham, préface du livre des sceaux. Alors, vous voyez déjà ici que Billy Paul va dire un mensonge, un gros mensonge. Étant conscient que son père n'était pas à la chasse le 28 février, et même le voyage que son père a fait pour aller à Houston, parler en faveur de Leslie Douglas et de Lima, Billy Paul était au courant puisque il avait accompagné son père jusqu'à là. Alors, donc déjà là, le même mensonge va être relayé par Voice of God Recording en descriptif de cette photographie dans le livre des Sceaux. Et là, c'est maintenant la responsabilité de Joseph Branham, c'est lui le directeur de Voice of God Recording. Qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme mensonge pour nous expliquer cette photographie sur l'une des pages de garde du livre Révélation des 7 sceaux? Il a dit: ce nuage surnaturel a été formé par les ailes des 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham de l'ouverture des 7 sceaux. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large. Lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 1963, au coucher du soleil. Cette photo apparut pour la première fois dans le magazine Life du 17 mai 1963. On voit bien que les 2 fils de Branham soutiennent que la partie de chasse qu'a eu leur père était arrivée le 28 février 1963, ce qui est pourtant un véritable mensonge. Vous voyez? Alors, tout celui qui a déjà étudié ce dossier, les yeux ouverts, sait que William Branham a menti quand il a affirmé qu'il était le témoin oculaire de la formation de ce nuage pendant sa partie de chasse. D'ailleurs, l'agenda de William Branham, publié par sa fille aînée Rebecca, est soutenu par les propres paroles de William Branham, ne permet pas de soutenir que ce dernier ait été à la chasse le 28 février 1963. En effet, la saison de chasse au Javelina en 1963 commença le vendredi 1er mars et alla jusqu'au 10 mars. Branham avait prévu de chasser au jour de l'ouverture de la saison et son programme fut modifié quand il reçut un long télégramme d'une femme venant de Texas et cette femme le suppliait de venir à Houston demander la clémence à la cour pour son fils qui était condamné à mort, qui encourait la peine de mort pour ses crimes. Alors, ayant déjà lu à ce sujet dans les journaux, Branham sentit que s'il n'essayait pas d'aller aider cette famille-là,
il ne serait plus jamais capable d'aller chasser. Il reporta alors son voyage de chasse et programma un voyage rapide pour Houston. Il appela aussi le pasteur de Houston qui lui avait demandé de prêcher chez lui au cas où il venait dans la ville. Que va dire William Branham lui-même en introduction du sermon qu'il a prêché à Houston le 3 mars soir? Avant qu'on y arrive, Branham dit lui-même donc quelle est cette attraction sur la montagne. Il va expliquer ses faits. Prêché le 25 juillet 65, le paragraphe 134 et le paragraphe 135. Branham dit: je devais partir à la chasse avec un ami, je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'emmenait dans les quartiers des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m'a rencontré là-bas et il m'a entouré de ses bras. Il a dit: pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient de sauver mon fils unique. L'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous voulez donner à ça, vous pouvez donner à ça, pour avoir sauvé une vie. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. J'aime bien cette précision-là. Donc Branham est précis. Il est allé à Houston et ensuite, il est allé à la montagne pour chasser après le retour de Houston. Donc, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, prêché le 27 novembre 65, à partir du paragraphe 60 jusqu'au paragraphe 63. Que lisons-nous? Écoutons Branham. Quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant de Houston, au Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir où l'ange du Seigneur a été pris, ou a été pris une photo de lui là-bas à Houston, il m'a téléphoné. Il disait, il m'a envoyé un télégramme. Sa femme m'a dit: je sais, frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le fils de la sœur Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Il disait, et s'il s'agissait de Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tous lu dans le journal, bien sûr. Il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. Et Raymond Oukistra m'avait déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec McAnally et les autres. Et j'ai pensé, eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston, j'ai tenu la réunion, et bien sûr, on ne les a pas exécutés, on leur a simplement épargné la vie. Et c'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux, on leur a simplement épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans, je pense au Texas. Ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne, et je suis allé avec frère Fred Sotman. Il est quelque part ici. Frère Fred, où êtes-vous? Juste ici, frère Sotman, frère Jenny Norman. Un jour, le deuxième jour, nous étions assis là, et l'ange du Seigneur est venu juste là, où, au campement, où nous étions, et il s'est mis à parler de leurs enfants et des choses qu'ils faisaient. Bien, le détail le plus important que nous venons d'avoir ici, c'est Branham qui confirme qu'il s'est rendu à la partie des chasses après le retour de son voyage de Houston. Ces citations viennent prouver que Branham est allé chasser après le retour de son voyage de Houston. En effet, c'est dimanche le 3 mars 1963 que Branham et son fils Billy Paul roulèrent jusqu'à Houston, Texas. Et le lundi 4 mars 1963 matin, Branham fit son intervention à la cour et le soir du même jour, Branham prêcha un sermon intitulé « Un absolu » au City Auditorium
Et ensuite, il est reparti chez lui immédiatement après le service. Voici ce que dit Branham en introduction de ce sermon prêché à Houston en date du 4 mars 1963. Un absolu, paragraphe 1er, le 4 mars 63. Premier paragraphe, il dit: Merci frère Ishitison. Bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Cela fait beaucoup d'années depuis que j'ai eu le privilège d'être ici. J'étais assis là ce soir, écoutant chacun de ces prédicateurs. Et l'autre jour, quand j'avais fait des arrangements pour quelque chose d'autre, pour un autre endroit, je savais que ces enfants avaient la mort devant eux. Je me suis dit, si quelque chose leur arrivait, je ne me les pardonnerai jamais de n'être pas venu ici donner mon avis. Et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais faire, pour aider cette mère et ce père et ses enfants. Et de n'avoir pas fait tout ce que je pouvais faire pour leur sauver la vie. Bien, vous voyez ici ensemble avec moi, pendant qu'on termine, une preuve évidente, Branham est en train de prêcher le 4 mars 1963 à Houston. Et c'est du retour de Houston qu'il va se rendre à la chasse. Vous voyez? Donc, la vérité sur le nuage du 28 février 1963. On l'a déjà démontré avec plusieurs publications. Dans les publications précédentes, que Branham était à la montagne le 8 mars 1963, et c'est en cette date qu'il prétexta avoir rencontré ce soi-disant ange avant que ces derniers ne s'élèvent dans les airs pour former le nuage, photographié le 28 février 1963 à 320 km de Tucson, où ces derniers séjournaient. Donc l'apparition de ce nuage n'avait rien à voir avec William Branham, n'avait rien à voir avec sa partie de chasse, n'avait rien à voir avec un événement surnaturel. Mais c'était un nuage naturel. Alors, la question qu'on se pose pendant qu'on termine. Pourquoi Branham était-il actif à soutenir une cause salissante de ce genre pour celui qui se disait être chrétien, en l'occurrence, Élie le prophète? Pourquoi est-il allé soutenir ces enfants? Pas à leur demande, bien sûr. Il n'est pas allé leur prêcher le salut. Pourquoi est-il allé? Voyez-vous le rapport? Alors, pourquoi Branham avait-il menti à tous que ce nuage résultait de l'explosion? Ce nuage qui résultait de l'explosion d'une fusée missile détruite depuis la base militaire de Vandenberg était un nuage formé par des ailes d'ange qui venaient de le rencontrer lors de sa partie de chasse de 8 mars 1963, alors que le nuage est photographié le 28 février 1963. Terminant. À la lumière de tous ces faits, pensez-vous, chers frères et sœurs, que William Branham mériterait votre confiance? Pensez-vous que vous devez continuer à laisser les prédicateurs vous bourrer la tête avec ces mensonges de Branham? En date du 28 février, on vous racontera tous les mensonges. On place devant vous l'explosion, le nuage issu de l'explosion d'une fusée. En d'autres termes, les débris d'une tour de Babel moderne. Une prouesse scientifique qui a été détruite par la science elle-même. Et on le prend, on le met devant vous, c'est une idole, on lui donne le nom de Jésus, on lui dit c'est mon époux, c'est la nuée de gloire, alors que le vrai nom c'est un nuage de farce. Et on se moque de vous. Vos pasteurs le savent, nombreux ils le savent. C'est peut-être vous qui ne le savez pas. Vos pasteurs le savent très bien. Et nombreux savent que Branham n'était pas à la chasse le 28 février. Ils le savent. Mais pourquoi ils n'ont pas le courage de dire que pourquoi Branham était menteur? Et s'il a menti dans cette question-là, alors, en quoi est-ce qu'il a dit la vérité? Sur quoi dirait-il la vérité? S'il pouvait mentir à ce niveau. Voilà ce que je devais vous apporter pour cette date du 28 février. Pour ceux qui sont en train de fêter cette date par ignorance, qu'ils sachent que lorsque vous suivez impunément un mensonge, vous périrez. Vous périrez.
Parce que le mensonge vit comme vous le nourrissez. Vous le nourrissez par votre crédulité. Alors que le prédicateur qui prêche cela se moque de vous. Il se moque de votre intelligence et vous insulte. Et vous ne le savez pas. Alors, je vous dis au revoir. Vous prenez congé. Le prochain numéro, nous parlerons de Branham, la Bible et le vin. Nous verrons si Branham n'a jamais bu du vin. Et si le vin était péché, ou une substance impure, ou si quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas le droit de toucher au vin, nous le saurons. Au prochain numéro. Ne manquez surtout pas. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Invitez quelqu'un d'autre. Je vous prends congé, je vous dis au revoir pour ce numéro. À la prochaine. Merci pour votre patience.